Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 21 de Histoire en série, où j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marine Rouche. Bonjour Marine. Bonjour Nicolas. Alors Marine, vous êtes doctorante en histoire contemporaine donc à l'université de Toulouse Jean Jaurès au laboratoire Framespa et à l'université de Lille laboratoire Alitia. Vous rédigez actuellement une thèse sur les lectrices ordinaires de Simone de Beauvoir et vous animez un carnet de recherche sur hypothèse qui s'intitule Chère Simone de Beauvoir, donc qui accepte aussi, on peut lancer un appel aux auditeurs qui seraient intéressés, les contributions extérieures. Vous avez donné le lien, on le mettra en joint sur le site internet, donc pour l'instant qui est relayé par nonfiction.fr. Alors Marine, dites-nous un petit peu, vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter une série qui est hyper connue avec un angle d'approche qui est très original et très intéressant. La série, c'est Mad Men et l'angle d'approche, c'est une perspective féministe autour de Mad Men. Alors pour commencer, pour peut-être celles et ceux qui seraient passés à côté ou qui auraient vécu dans une grotte pendant quelques années ou confinés au fin fond de l'Alaska, qu'est-ce que c'est cette série Mad Men ? Oui, alors Mad Men, c'est une série qui a été diffusée de 2007 à 2015. Alors moi, j'ai été moi-même confinée au fin fond de l'Alaska puisque j'ai regardé la série qu'à partir de 2018, donc bien après qu'elle soit terminée. Il y a 7 saisons qui sont composées chacune de 13 épisodes, donc finalement ce sont des saisons assez courtes. Simplement la 7e saison en comporte 14. Et c'est une série qui est réalisée par Matthew Weiner, qui s'était distingué par son travail pour la série Les Sopranos notamment. Et après Mad Men, il a réalisé une mini-série historique qui s'appelle Les Romanov, que je m'apprête d'ailleurs à regarder, qui est donc une série historique, je l'ai dit, et qui suit les descendants de la dynastie russe. Et pour revenir à Mad Men, en fait, elle a été diffusée aux États-Unis sur la chaîne AMC, et elle est maintenant disponible sur Netflix. Alors, plus pour longtemps, paraît-il, parce que j'ai lu récemment dans la presse que la licence de distribution expirait et donc que la série pourrait bien quitter la plateforme en juillet 2020. Donc pour les retardataires, il faut se dépêcher. Alors oui, ça sera peut-être l'occasion justement, avec ce déconfinement progressif, de faire du binge-watching, de regarder effectivement les 7 saisons qui en valent le coup. Alors pour un petit peu rentrer en détail dans la série, pourriez-vous nous présenter un petit peu quels sont les grands thèmes qui sont abordés dans cette série ? En particulier, pour commencer, j'allais dire, on est dans un podcast, c'est vrai, qui met en avant les sciences humaines et bien sûr plutôt l'histoire. Quel est le cadre géographique et chronologique de Mad Men ? Alors, Mad Men, c'est une série qui nous plonge dans les États-Unis des années 60 et plus précisément entre New York et ses banlieues plutôt aisées. Il faut savoir qu'en 1960, pour la première fois, il y a autant d'habitants en ville que dans les banlieues. Et donc, l'espace va se redéfinir un peu autour de cette nouvelle dynamique. Et on le voit extrêmement bien dans la série Mad Men, notamment, on pourra en reparler, mais notamment dans les rapports entre les femmes et les hommes. Parce qu'en fait, au cœur de cette organisation géographique, il y a de violents rapports de domination, qu'ils soient de genre, de race ou de classe. Donc, ce sont les années 60 dans Mad Men, dans le sens où le premier épisode se passe en mars 1960 et le dernier est en 1969 ou 1970. Je n'ai pas réussi vraiment à dater précisément, mais en tout cas, on traverse la décennie de bout en bout. Alors, le scénario, c'est un scénario qui est assez, on va dire, basique au départ, mais qui après permet de voir, on va le voir tout au long de l'émission, de nombreuses choses sur la société américaine à cette époque des années 60, des 60s, qui est l'époque de l'âge d'or de l'économie. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur ce thème-là, sur le scénario et puis sur l'époque ?
Alors oui, c'est vrai que plus précisément, on suit les membres d'une agence de publicité qui s'appelle Sterling Cooper. Bon, enfin, le nom change au fil de la série, mais quand on commence Mad Men, on est vraiment dans cette agence qui s'appelle Sterling Cooper, qui est située sur Madison Avenue, d'où le titre qui est aussi un jeu de mots. La série s'appelle Mad Men pour Madison Avenue, mais aussi pour faire référence à la folie créative de ces hommes à l'origine des spots publicitaires qui ont vraiment fait la société de consommation, qui est alors en pleine expansion. Et comme vous l'avez dit, on est au cœur de cette période qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses. Donc on est dans l'âge d'or de l'économie américaine. Et ça repose vraiment sur l'idéologie du rêve américain qui se met en place dans les années 50. Ce rêve qui implique d'avoir une maison, une télévision, voire plusieurs voitures. Il implique aussi de vivre dans une banlieue aisée, de posséder toutes ces choses. En fait, ça montre qu'on a réussi son rêve américain. Et, euh, et c'est ce que montre un ouvrage très célèbre qui est paru d'ailleurs en 1958 par l'économiste américain John Galbraith, qui s'appelle The Affluent Society, qu'on traduit en français par l'ère de l'opulence. En fait, on voit qu'on est dans une société qui fait croire aux individus qu'ils et elles vont trouver le bonheur dans la consommation. Et donc, on parle de société de consommation. Mais la série, elle va gratter ce vernis et nous montrer les désillusions de ces personnages qui font finalement les frais de cette idéologie, alors même qu'ils la créent. Et c'est là que je trouve que la série est originale, puisqu'on est dans une agence de publicité qui crée cette idéologie-là et dont les personnages vont être un petit peu les victimes. Et donc, à partir de là, la série va mettre l'accent sur un certain nombre de crises sociales, politiques, et puis des situations de domination, la situation des Afro-Américains, la domination masculine, la guerre du Vietnam, etc. Alors ça, on y reviendra juste après. Pour terminer la présentation, j'aurais aimé que vous rapidement brossiez le portrait des personnages principaux. Alors, il y a énormément de personnages, mais j'en ai choisi quelques-uns, enfin ceux qui me semblent vraiment centraux, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de faire le choix. Mais d'abord, peut-être l'intrigue et les personnages, parce que c'est une série très quand même centrée sur l'évolution des personnages, sur leur psychologie, sur leur vie privée, sur leur vie ordinaire. Et au centre de l'intrigue, au centre de la série, il y a ce personnage qui s'appelle Don Draper. Alors, Don Draper, c'est un directeur créatif de l'agence de publicité. Il dirige une équipe de créatifs quasi exclusivement masculine qui est chargée de créer les publicités qui seront ensuite distribuées dans tout le pays, dans différents médias. Au début, c'est beaucoup dans les journaux et dans les magazines. Et puis, petit à petit, on voit justement que l'agence s'adapte un petit peu et s'étend à la télévision, à la radio, à Hollywood, etc. Au passage, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même qu'on voit l'évolution des techniques de la publicité, puisque au tout début, on voit qu'il y a beaucoup de dessinateurs, et puis peu à peu, ils sont remplacés par des photographes. Et puis, on observe aussi le souci de comprendre les habitudes des consommateurs et des consommatrices. Bref, donc c'est une série vraiment intéressante pour qui s'intéresse à l'histoire de la publicité. Mais pour revenir à Don Draper, il a un secret, c'est-à-dire que c'est pas sa véritable identité. En fait, à l'origine, il s'appelle pas Don Draper. Alors, j'en dis pas plus parce que c'est quand même une intrigue qui anime toute la série. Mais en tout cas, c'est lié à la guerre de Corée à laquelle il a participé dans les années 50. Et justement, Don Draper, il incarne à lui seul l'imperfection du rêve américain, c'est-à-dire le caractère mythique en fait de ce rêve-là, puisque la fortune et la réussite de ce génie est fondée sur un mensonge, puisqu'elle est fondée sur une usurpation d'identité. Voilà, donc ce personnage de Don, il est joué par John Hamm, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans Mad Men, mais en tout cas, il colle bien à son rôle de génie créatif un peu, et même beaucoup arrogant, ce qui me l'a rendu souvent agaçant d'ailleurs. Mais voilà, Don Draper qui est vraiment au centre de la série. Donc ensuite, vous avez d'autres personnages, masculins et féminins, qui gravitent autour et qui sont intéressants à présenter. Dites-nous en quelques lignes un petit peu qu'on ait le cadre, j'allais dire, devant nous, pour ensuite qu'on puisse aller sur les thématiques intéressantes que vous avez relevées dessus. Oui, alors Don, il a une famille, c'est ce qui le rend aussi très intéressant, c'est que chaque soir, ou presque, il rentre dans la banlieue où il habite et il y retrouve Betty, sa femme, et puis ses deux jeunes enfants qui s'appellent Sally et Bobby. Alors le couple aura un troisième enfant au cours de la série.
Alors, Betty, d'abord, peut-être, au départ, c'est cette parfaite épouse qui se dévoue à sa famille. Elle s'occupe de ses enfants, elle fait la cuisine, elle gère le linge. En fait, elle tente de créer un foyer idéal tel qu'elle le voit dans les magazines de l'époque. Et surtout, elle fait extrêmement attention à son apparence. Elle est toujours tirée à quatre épingles. Mais quand même, on la voit souvent s'ennuyer, on la voit souvent attendre. Et puis, elle va petit à petit remettre en question ce train-train quotidien, mais pas tout à fait. Peut-être qu'on pourra en reparler. Mais en tout cas, c'est un personnage dont je trouve l'évolution passionnante parce qu'elle incarne vraiment la figure de la femme au foyer qui appartient à une classe très aisée, telle que Betty Friedan l'a dépeint dans son best-seller de l'époque qui s'appelle The Feminine Mystique, qui a eu la même ampleur aux États-Unis que Le deuxième sexe de Beauvoir en France. Donc voilà, Betty, je la trouve très intéressante de ce point de vue-là. Elle est jouée par January Jones, que j'avais pu voir dans The Last Man on Earth, mais qui m'avait pas particulièrement marquée. En revanche, je la trouve excellente dans son rôle de Betty dans Mad Men. Et puis, elle a une fille, enfin ils ont une fille, hein, c'est Sally. Elle m'intéresse aussi parce qu'elle symbolise un petit peu cette culture jeune dont on parle tant dans les années 60. Et à mesure que la décennie passe, on a vraiment de grandes attentes. Est-ce qu'elle va renier le modèle qu'elle connaît et que lui montrent sa mère et son père et dont elle perçoit quand même les imperfections? Ou bien est-ce qu'elle va suivre la voie que lui tracent ses parents en l'éduquant comme une jeune fille de bonne famille? Donc ça, c'est toute la question qui traverse la série. Mais si on revient quand même du côté de l'agence, il y a plusieurs personnages qui m'intéressent aussi. Alors, comme je l'ai dit, ils sont tous intéressants parce qu'ils ont tous une épaisseur, ils ont tous une complexité. Mais voilà, je cite que les principaux. Alors, à l'agence, il y a bien sûr Peggy Olson qui a marqué énormément les fans de la série. En fait, elle apparaît au tout début de la série comme la secrétaire de Don. Et c'est Dawn en fait qui va rapidement la hisser en tant que copywriter, c'est-à-dire conceptrice, rédactrice. C'est un poste qui à ce moment-là à l'agence au début des années 60 est exclusivement masculin. Et puis elle va être la seule femme à ce poste-là et même elle va devenir chef d'équipe jusqu'à la fin de la série. Donc ça, elle est intéressante aussi. De ce point de vue-là, elle est jouée par Elisabeth Moss, qu'on a pu voir récemment dans La Servante écarlate notamment. Et donc, c'est une actrice qui a un visage très expressif et qui arrive, je trouve, extraordinairement bien à faire passer ses émotions. Donc, dans Mad Men, c'est un personnage assez puissant. Elle a une collègue qui s'appelle John Holloway, qui est jouée par Christina Hendricks. Alors, John, c'est un peu la reine des secrétaires. Elle est chef des secrétaires, en fait. Elle gère leur travail. Elle s'assure que chacune des filles de l'agence remplit bien sa fonction et répond aux besoins des cadres exécutifs, donc des hommes. Mais John, c'est aussi la fille plantureuse de l'agence qui attire les remarques un peu sexistes et dégoûtantes de ses collègues masculins. Et puis, elle va réussir, on verra comment peut-être, à se hisser au sommet, elle aussi, à sa façon. Alors, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que c'est une série véritablement sur les années 60, sur les 60s, vous l'avez dit en introduction, sur une décennie qui est la décennie de l'apogée de l'American Way of Life. Alors, comment est-ce que c'est montré dans la série? Et puis, ce qui, moi, m'intéressait ici, c'était de vous demander comment est-ce que cette série a été reçue à la fois par le public, mais aussi par une certaine partie de la recherche universitaire d'ailleurs qui a travaillé dessus. Et c'est une des séries qui sont les plus étudiées dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça, un petit peu sur Mad Men et les 60s? Alors, dans l'imaginaire collectif, les années 60, c'est un peu la période mythique, c'est la période faste, une période en fait qui provoque de la nostalgie quand on la considère rétrospectivement. Et donc, en cela, la série, cet aspect un peu mythique des années 60, la série, elle le porte par un style visuel qui est coloré, qui est très propre, qui est très beau. Les hommes portent de magnifiques costards, tous sont à peu près beaux. Par exemple, Don Draper représente la beauté, cette beauté-là qui veut être montrée, c'est-à-dire grand, carré, impeccable sur lui. Et on le voit parce que toutes les femmes sont amoureuses de lui et les hommes le jalousent en même temps qu'ils l'admirent. Du côté des femmes, elles portent des robes qui mettent leur corps en valeur, justement pour mettre l'accent sur l'importance des apparences dans une telle société. Enfin, c'est une société, en tout cas celle qui nous est montrée, celle des classes supérieures, celle de ceux qui dominent,
c'est une société qui repose sur les apparences et donc sur le mensonge et la mystification. Et en fait, il suffit de gratter un peu pour voir que le réalisateur, il essaie de démystifier en fait cette décennie, à travers notamment la complexité de ces personnages, à travers leur vie, leurs paroles, les dialogues, ils sont pensés au millimètre près. C'est une série extrêmement dense où chaque plan, chaque parole, chaque musique, en fait, tout est une référence, tout signifie quelque chose. Et donc, cette série, forcément, elle a fait beaucoup parler d'elle. Alors, pour deux choses. D'abord, ce style visuel dont je vous parle, qui se rapproche beaucoup des techniques cinématographiques. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, mais on sait que le réalisateur s'en est inspiré et on parle de Mad Men comme d'un chef-d'œuvre. Mais aussi pour sa justesse et sa grande fidélité à la réalité de l'époque et plus largement à l'histoire. Alors évidemment, c'est une certaine idée de l'histoire. On voit l'histoire à travers un point de vue, celui du réalisateur, celui d'un certain type de personnage. Et on va voir que, évidemment, si on porte un regard historien sur cet objet, il y a quelques hicks, ce qui n'enlève en rien la qualité de la série, parce que justement, elle permet de réfléchir à d'innombrables thématiques. Et comme vous le disiez, effectivement, elle est enseignée, cette série, notamment aux États-Unis. D'abord, aux États-Unis, il y a eu de nombreuses publications scientifiques, des livres, des articles, et elle est enseignée pour explorer notamment le genre, les rapports sociaux de classe, de race, mais également la société de consommation, l'histoire de la publicité, etc. Donc, elle est très riche. Mais je pense qu'à mon sens, il y a une partie de la réception qui a un peu manqué ce que Mad Men et son réalisateur voulaient vraiment faire passer comme message, puisque la série, au départ, elle est passée inaperçue. Et petit à petit, elle a reçu des prix comme les Golden Globes. Donc, elle est devenue un phénomène. Mais quand on dit un phénomène, c'est-à-dire qu'elle est devenue un véritable phénomène de société. Et ce phénomène de société, que je l'interprète, alors peut-être à tort, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je l'interprète comme une sorte de contradiction par rapport au message de la série. Parce que la série, quand même, à mon sens, elle fait une critique qui est assez acerbe de la société de consommation. Et puis finalement, cette série, elle s'est retrouvée un produit de ces sociétés-là. Et ça s'est exprimé dans ses travers les plus horribles, si je puis dire. Par exemple, la fascination pour les 60s s'est traduite par la création d'une collection spéciale de la marque Barbie, où on pouvait acheter des poupées à l'effigie de Betty, ou de Don, ou de John. On a aussi des magasins de grandes marques qui se sont mis à créer des collections Mad Men pour s'habiller comme dans la série. Mais c'est frappant, enfin ça m'a frappé parce que dans la série, on voit quand même que cette façon de s'habiller, ces vêtements, ces apparences-là, elles oppressent les femmes, qui sont réduites en fait à la façon dont elles sont habillées. Voilà, donc il y a eu une double vision un petit peu de la série. Et puis aussi l'actrice qui joue Betty a même été recrutée dans une publicité Coca-Cola pour reproduire la nostalgie de ces années-là. Donc j'ai été vraiment très surprise. Alors oui, justement, hein, j'allais y venir. Avant d'aller plus loin, il y avait une question voilà, que j'avais envie de vous poser. C'était vous, en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, sachant que vous n'étiez pas, j'allais dire, vous avez regardé ça avec votre regard d'historienne, deux spécialistes en plus de cette période-là et deux spécialistes de l'histoire du genre. Donc, comment vous avez un peu vécu cette expérience de téléspectatrice? D'abord, c'est vrai que oui, je l'ai regardé comme en tant qu'historienne. D'abord, bon, c'est vrai que j'ai été surprise de voir cette réception-là, et en même temps pas tout à fait, parce que moi-même, et comme nous tous et toutes, on baigne dans cette société de consommation. Et, et finalement, je me suis dit que les Mad Men qu'on voit dans cette série-là, ils ont impulsé la société d'opulence dans laquelle on vit aujourd'hui. On retrouve en fait les mêmes injonctions. Elles ont certes été reformulées, elles portent souvent un discours d'émancipation, par exemple, mais elles sont là à nous dire que pour être heureux, heureuse et réussir, en fait, il faut se conformer à un modèle, et que ce modèle, c'est celui de la propriété, du couple, de la famille traditionnelle, enfin, bref, de la consommation. Donc voilà, je me suis reconnue en tant que spectatrice ordinaire qui évolue dans ce type de société-là. Ensuite,
pour le dire franchement, si je n'avais pas eu un intérêt scientifique et universitaire, je ne sais pas si je serais arrivée au bout de cette série. Parce que c'est une série que je trouve passionnante, ça c'est certain, et peut-être qu'à petite dose, à raison d'un à deux épisodes par semaine, une ou 2 mois par an, en fait, si je l'avais regardée pendant qu'elle était diffusée, ce serait passé. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à la regarder fin 2018. J'avais arrêté jusqu'à ce que vous me contactiez pour choisir une série, et donc j'ai choisi Mad Men. Donc je l'ai recommencé, mais je l'ai binge-watché, comme on dit, et donc j'ai frôlé l'overdose parce que c'est quand même une série extrêmement lente qui ne mise pas sur l'action et sur les cliffhangers, mais vraiment sur l'ordinaire de la vie, en fait, sur le quotidien, dans ce qui peut avoir de plus routinier. Et quand on regarde cette série, on a vraiment le temps qui s'allonge. On a l'impression, moi j'avais l'impression à la fin de chaque épisode, qui dure entre 45 et 50 minutes, de sortir d'un film à la longueur traditionnelle, c'est-à-dire 1h30, 1h40. Donc, et en plus, la réalisation est telle qu'elle produit un affect très puissant entre le spectateur et la série. Ce qui fait que, par exemple, on va pouvoir étouffer avec les personnages au moment où ils évoluent dans la canicule de New York. On va pouvoir, par exemple, aussi avoir la nausée de les voir boire de l'alcool du matin jusque dans la nuit. On est écœuré aussi parce qu'on les voit fumer sans arrêt et ils évoluent dans des espaces enfumés. Alors, évidemment, tout ça, ça rend le visionnage difficile, mais en fait, ça en fait aussi une série extrêmement réussie, il me semble, parce que en tant que spectateur et spectatrice, on n'est pas indifférent. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été tour à tour enjouée, ennuyée, passionnée ou écœurée. Voilà, c'est une série qui prend un petit peu aux tripes. Mais effectivement, si je la considère du point de vue, je ne l'ai pas regardée seulement comme un divertissement, c'est-à-dire que je l'ai regardée à partir d'une position qui est celle depuis laquelle je parle maintenant, c'est-à-dire d'historienne qui travaille sur les femmes et le genre pendant les 30 Glorieuses, sur les individus ordinaires aussi, sur la société de consommation, et donc particulièrement attentive au rapport de domination et au traitement de l'histoire. Alors justement, hein, j'allais venir à ce thème-là qui est très important à mes yeux sur cette série Mad Men. C'est l'histoire américaine avant tout, mais aussi l'histoire mondiale qu'on voit à travers Mad Men. On voit la guerre froide, on voit les grands événements du monde qui se déroulent à travers cette série-là. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer tout ça? Parce que c'est aussi, regarder cette série-là, c'est aussi presque un cours d'histoire à livre ouvert. Oui, alors c'est vrai qu'on a acclamé Mad Men pour sa grande justesse historique, pour sa grande attention portée à l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire rythme la série. En fait, c'est précisément les nombreuses références aux événements historiques qui nous permettent de suivre le fil de la décennie et de dater précisément, et parfois au mois et au jour près, chaque épisode de la série. Alors, il y a par exemple la crise des missiles, la mort de JFK, celle de Marilyn Monroe. Il y a les événements autour de la bataille pour les droits civiques, et puis le premier pas sur la Lune, etc. Et aussi des faits divers, parce qu'on va jusque dans le traitement des faits divers et l'impact que ça peut avoir sur des individus ordinaires. Donc, par exemple, on nous cite les meurtres du serial killer Charles Whitman, ou alors ceux de Charles Manson. Donc c'est vraiment, tout ça, on a des événements historiques qui sont vraiment en toile de fond. Et oui, justement, ce qui est intéressant ici à voir, c'est que les événements ne sont pas utilisés que pour eux-mêmes, ils sont utilisés par les showrunners pour mettre en avant les personnages, pour donner de l'épaisseur aux personnages. Et c'est ça qui renforce ce côté, j'allais dire, ultra réaliste de la série. Oui, on peut se poser la question, en fait, comment interpréter la place de ces événements historiques? Parce que, effectivement, ils ne servent pas seulement à à faire plus vrai ou voilà, coller à la réalité. En fait, ils ont une vraie fonction, et à mon sens, cette fonction, elle est double, parce que d'abord, ce sont des événements en toile de fond qui servent surtout à compléter notre connaissance des personnages, parce qu'en fait, les personnages y réagissent, et ça sert aussi à communiquer l'atmosphère collective de l'époque. Et on le voit, je peux vous proposer peut-être des exemples, notamment peut-être avec l'assassinat de JFK, parce que les années 60 aux États-Unis, c'est la décennie des assassinats politiques. JFK est assassiné en 63, directement suivi de son assassin, justement, Lee Harvey Oswald.
Martin Luther King assassiné en 68 ou encore Malcolm X en 65. Alors, évidemment que aucun de des personnages fictifs de la série n'évolue dans l'entourage de ces personnalités politiques. Mais en fait, chacun vit l'événement et se l'approprie à travers la télévision ou la radio. Et donc, on a une atmosphère où les médias rendent proches ces événements et permettent une appropriation qui est très puissante par les personnages, mais aussi par nous en tant que spectateurs et spectatrices. Alors, de ce point de vue-là, on a vraiment... je pense qu'il y a une réflexion à faire sur l'influence des médias dans l'expression des émotions politiques. Et Betty est par exemple campée devant la télé pour suivre les suites de l'assassinat de JFK, et elle assiste même en direct à l'assassinat de Lee Harvey Oswald. Mais dans le cas de Betty, justement, on voit la double fonction de cet événement historique, puisqu'en fait, c'est dans cette période de deuil national qu'elle-même, Betty, décide de quitter son mari, qui est Don. Donc, à la famille brisée des Kennedy, puisque dans les médias, évidemment, on parle d'une famille brisée, de Jackie Kennedy qui est désormais veuve, et des 2 enfants qui sont orphelins de père. Donc, à cette famille qui est brisée, là, on a la famille, la décision de Betty qui répond parce qu'elle décide de rompre l'équilibre fragile de la sienne. Et donc, l'assassinat en toile de fond, puisque la télé, en fait, elle est constamment allumée dans cet épisode, ce qui fait que nous, on vit l'événement en même temps que les personnages. Donc cet assassinat, il permet de conférer aussi la gravité de la décision de Betty, ou du moins le ressenti qu'elle a de la gravité de sa situation, c'est-à-dire cette prise de décision de faire voler en éclats l'équilibre de sa famille. Alors oui, il y a aussi d'autres événements majeurs. Alors vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. J'aimerais que vous y reveniez quelques minutes dessus. C'est le premier événement qui a été vécu en Mondiovision. C'est les premiers pas de l'homme sur la Lune avec cet exploit des Américains Armstrong et Aldrin. Et ça, dans la série, on le voit très très bien aussi. Oui, alors ça se passe dans l'épisode, je ne sais plus quel épisode, en tout cas dans la saison 7, donc la toute dernière saison de la série. En fait, on assiste effectivement au déroulement de la mission Apollo 11 jusqu'au premier pas sur la Lune, le 20 juillet 69. Alors c'est un très bel épisode. Ici, on a un très bel exemple de ce que je vous disais sur la fonction de l'histoire dans cette série-là, parce que clairement, l'événement historique du premier pas sur la Lune auquel tous les personnages assistent en direct à la télé n'est qu'un arrière-plan qui permet de faire évoluer les personnages et de leur donner une consistance réelle. En fait, on est à la fin de la décennie et ce qu'on essaie de nous faire sentir, c'est un petit peu, mais assez schématiquement finalement, mais ça fonctionne, c'est qu'on essaie de nous faire sentir le vent du changement, du renouvellement, enfin une sorte de passage de relais entre la génération d'avant la Deuxième Guerre mondiale et celle d'après la Deuxième Guerre, c'est-à-dire celle du baby-boom. Et par exemple, le plus vieux fondateur de l'agence, qui s'appelle Bert Cooper, meurt dans la nuit après avoir regardé avec émerveillement l'humanité qui s'approprie la Lune. Ça, c'est une scène très belle aussi dans la série. Et puis dans le même épisode, on a aussi l'équipe des créatifs qui est en déplacement professionnel pour présenter une publicité à un client. Donc ça se fait régulièrement dans la série. Et en fait, celui qui doit faire la présentation, parce que celui qui est ébloui en général en faisant les présentations, c'est Don Draper, mais il apprend la mort de Bert Cooper et il assiste au pas sur la Lune. Et de suite après, il décide de se retirer et de laisser Peggy, qui est la jeune femme qui est en train de faire ses preuves en tant que conceptrice, rédactrice des publicités, il décide de la laisser faire sa présentation. Donc en fait, là, on voit en action le passage de relais, c'est-à-dire l'illustration du changement depuis 60 jusqu'en 69, et peut-être aussi l'évolution des mentalités. Alors moi, j'avais une objection à vous poser par rapport à ce que vous venez de dire. Cette idée, effectivement, que Mad Men utilise très bien l'histoire. Par contre, pour donner de l'épaisseur aux personnages, qu'est-ce qu'il en est dans le cadre des combats pour l'égalité, pour des Noirs, puisque c'est quand même une série qui est basée, vous l'avez dit, sur l'élite. Et l'élite, dans les années 60 aux États-Unis, c'est une élite blanche. Alors comment est-ce que les showrunners ont traité cette question-là, sachant que, on va dire, face à nous, on n'a que des blancs? Alors effectivement, ce traitement de l'histoire, il a des limites et des biais, et c'est d'autant plus visible si on prend effectivement cet exemple de la bataille pour les droits civiques qui anime toutes les années 60 et même depuis la fin des années 50.
cette question-là, elle est quand même d'une très grande centralité dans la société états-unienne de l'époque, et même encore aujourd'hui, la question raciale est brûlante. En fait, on pourrait vraiment résumer le traitement de la question raciale dans la série par une réplique d'un homme noir qui s'occupe de l'ascenseur de l'agence au tout début de la série. En fait, il dit « Certaines personnes se cachent en pleine lumière ». Et c'est aussi le titre d'un article d'une chercheuse américaine qui s'appelle Sarah Nielsen, dont je recommande la lecture de l'article. En fait, la question raciale aux États-Unis, elle est évidemment à replacer dans une plus longue chronologie. Bon, l'accent est mis ici sur les années 60, évidemment. Le mouvement afro-américain pour les droits civiques qui s'exprime dans les années 60, il met le doigt sur une trop lente déségrégation raciale. Ségrégation raciale qui s'était organisée autour des lois de Jim Crow depuis le 19e siècle, qui est censée être, qui s'abolit progressivement en fait. Et pour la décennie qui nous intéresse, on a plusieurs étapes à ça. On a d'abord, par exemple, en 1954, l'arrêté Brown v. Board of Education qui abolit la ségrégation raciale dans les écoles. Mais 10 ans plus tard, j'ai pu lire dans les travaux de l'historien Howard Zinn qu'il y a quand même encore 75% des écoles du Sud qui continuaient de pratiquer cette ségrégation à l'école. Et malgré les efforts de ségrégation de la part des politiques, notamment en 1965 avec le président Johnson, qui essaie de présenter une loi de droit de vote qui garantit en fait la protection fédérale du droit de s'inscrire sur les listes électorales et du droit de vote pour les Afro-Américains, ça n'a pas grand effet dans les faits, ça reste une théorie en fait. Donc, dans les années 60, il y a de nombreux soulèvements dans tout le pays à cause de la lenteur de la déségrégation, mais aussi contre le paternalisme blanc. Et il y a ce que l'on appelle le Black Power, qui est une expression de ce refus de confier le sort des Afro-Américains aux Blancs qui, finalement, en fait, sont l'élite, comme vous avez dit, qui sont en charge du pays. Alors, dans Mad Men, dans les premières saisons, à part l'homme de l'ascenseur dont je viens de parler, à part aussi Carla, qui est l'employée de maison de Betty et Don, il n'y a pas de personne noire. De temps en temps, apparaît la petite amie d'un accountman de l'agence, qui lui est blanc, puisqu'aucun employé, pour le moment, au début de la série, aucun employé n'est noir à l'agence. Et on en apprend seulement un peu plus sur le contexte au moment où justement cet employé-là décide de partir en bus avec sa petite amie dans les États du Sud pour protester contre les pratiques discriminatoires dans les transports. C'est ce qu'on a appelé en réalité les Freedom Rides, qui se soldaient souvent par de violentes répressions. Et il faut attendre quand même la saison 5 pour que on voit un peu plus, et encore pas énormément, de personnes de couleur. Notamment après une blague de Don qui publie dans le journal que son agence accueille tout le monde sans discrimination. Mais après ça, en fait, des dizaines d'hommes et de femmes noirs viennent postuler à l'agence. Chose qu'aucun des membres de l'agence n'envisageait. Et c'est clairement visible dans l'épisode. Mais c'est précisément parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être épinglés pour discrimination qu'ils recrutent une secrétaire noire, qui ne doit en aucun cas être visible par le public. Donc en fait, elle n'a pas le droit d'être réceptionniste, c'est-à-dire d'être à l'accueil de l'agence. Et elle doit être en fait dans les coulisses, si on peut dire comme ça. Donc les Noirs sont absents clairement de la série, aucun d'eux n'est au centre de l'intrigue, mais quand même, il y a des références ponctuelles à la question raciale. Et donc, tout ceci va montrer clairement que le problème racial dans la série, il n'est pas considéré comme un événement, mais en fait comme un arrière-plan culturel et social. Et ça, c'est la théorie de l'universitaire américaine dont je vous parlais, Sarah Nielsen. Pour elle, en fait, cette série-là, elle est destinée à une élite blanche. En fait, elle vise un public blanc aisé, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je partage dans une certaine mesure cette vision, mais comme on a vu que quand même de nombreux événements historiques qui sont traités dans la série n'ont pas forcément vocation à être traités comme tels, mais plutôt à faire évoluer l'intrigue, à lui donner un cadre réel, on peut peut-être proposer une autre explication, mais qui n'enlève à rien l'analyse de Sarah Nielsen. Alors justement, cette autre explication, Marine, quelle pourrait-elle être, sachant que c'est en histoire, c'est quand même toujours assez intéressant de voir quelle est la position des dominants, justement pour essayer de comprendre en miroir quels sont les combats de domination et les rapports avec les dominés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Alors,
Moi, justement, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que l'hypothèse qu'on pourrait proposer, c'est que la série vise surtout à cartographier une micro-société aristocratique qui ne s'inquiète des événements historiques, des événements sociaux, que quand ils risquent de mettre en danger ses privilèges. On le voit particulièrement dans un épisode alors j'ai pas réussi à retrouver lequel, mais j'ai le souvenir qu'ils font tous la fête, alors qu'on sait, nous, spectateurs et spectatrices, mais eux aussi le savent, qu'il y a des émeutes qui ravagent le pays, et particulièrement certains quartiers de New York. Et ce qui les inquiète, c'est pas la condition des Noirs ou la réussite de leurs revendications. En fait, non, ce qui les inquiète, c'est de savoir en quoi ça va les impacter, s'ils vont pouvoir rentrer chez eux en voiture, parce que quand même c'est le bazar dans la rue, entre les voitures de police, les ambulances qui se succèdent. Voilà, en fait, ce qui les inquiète, c'est de savoir s'ils pourront ou non continuer leur petite vie privilégiée. Et donc, dans cette perspective, ce qu'on nous montre de la question raciale dans la série n'a pas vocation à être approfondi, mais plutôt à mettre en avant le racisme de la société, ou du moins de cette partie de la société en particulier. Et il y a le premier épisode de la saison 5 qui est révélateur. Il s'ouvre en fait sur une bande d'employés d'une agence qu'on ne connaît pas, qui s'amuse à jeter des ballons d'eau par la fenêtre sur des manifestants noirs qui se trouvent dans la rue. Donc ça, c'est particulièrement choquant. Et c'est là que la série est quand même relativement fidèle à l'histoire. Et en fait, il est possible de dénoncer un rapport de domination en faisant l'histoire des dominants. C'est le propos notamment de Mathilde Larère, de Guillaume Mazot et de Laurence Decoq, qui ont récemment publié un ouvrage qui s'appelle L'histoire comme émancipation, et dans lequel ils disent en fait que l'histoire des dominants, elle peut être émancipatrice à partir du moment où on se concentre sur l'organisation de ces élites, sur leur réseau, mais surtout sur leurs pratiques, justement pour nous, historiens et historiennes, mettre en avant la violence des dominants, la violence des riches. Et il me semble justement que dans la série, dans cette perspective, l'intérêt qui est porté à l'ordinaire, au quotidien, il est central. Et ça m'a fait penser à Georges Perec qui, dans l'infraordinaire, disait qu'il voulait partir à la recherche du quotidien, du banal, du commun. Et justement, cette série, elle nous le permet en portant l'attention sur le quotidien de cette micro-société élitiste. Ce qui n'empêche en rien de mettre l'accent sur le rapport de domination. C'est juste une autre façon de le faire. Et à partir de là, on n'est plus dans un biais, mais finalement dans un véritable parti pris. Alors justement, Marine, ce qui m'intéressait maintenant, c'était de voir avec vous ce quotidien des années 60 dans les rapports hommes-femmes tels qu'on peut les entrevoir dans Mad Men, et en commençant par vous poser la question toute simple, hein, qui est de voir une société dans les années 60 aux États-Unis, dans l'élite, qui est encore strictement séparée, chacun a son rôle bien défini, avec petit à petit, selon l'évolution de la décennie et de la série, une certaine évolution de certaines femmes qui commencent à avoir une place. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment ça se passe dans la société américaine où, effectivement, encore, on est dans une époque où la norme, c'est la domination masculine? Oui, alors Mad Men, c'est vrai que c'est une série qui m'a surtout intéressée parce que les rapports entre les hommes et les femmes, ils sont explorés de façon assez riche et très intéressante. Et ce qui frappe, en fait, dès le départ, c'est que cette domination masculine, elle s'exprime dans l'espace. En fait, il y a une stricte séparation entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que chacun a son espace, chacun a son univers. Et si on prend l'exemple de l'agence, par exemple, seuls les hommes, c'est-à-dire les cadres, ont un bureau individuel. C'est-à-dire que l'équipe des créatifs travaille dans le même espace, par exemple, mais ça, c'est plus lié au type de travail qu'ils doivent fournir, qui est un travail artistique et donc moins soumis à la rigidité d'un bureau. Mais surtout, avoir un bureau personnel, ça veut dire qu'on détient un certain pouvoir. Et dans cette agence-là, on se bat pour avoir d'abord un bureau, mais surtout le plus grand et le plus beau. Et pourquoi? Parce qu'avoir un bureau, ça veut dire qu'on a la possibilité d'accueillir quelqu'un dans un espace que l'on contrôle, dans un espace que l'on domine, en fait. Alors, et où sont les femmes? Du coup, les femmes, dans l'agence, elles sont dans les espaces collectifs. Aucune secrétaire n'a sa propre pièce. Chaque bureau, au sens de meuble, chaque bureau des secrétaires
se trouve devant l'entrée du bureau de le supérieur direct, à savoir un homme. Mais en fait, au fil de la décennie, et donc au fil de la série plutôt, ces séparations vont timidement se déplacer sous l'influence de plusieurs personnages féminins. Et effectivement, à ce que je viens de vous dire sur cette répartition, il y a 2 exceptions. John, d'abord, qui est la chef de bureau, celle qui est en charge des secrétaires. Alors, elle a un bureau à elle. Et la deuxième exception, c'est Peggy, qui débute en tant que secrétaire, mais qui va très vite être promue conceptrice, rédactrice, et donc qui va avoir un bureau. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle doit lutter pour avoir un bureau, parce que ça veut dire que les hommes doivent lui reconnaître une certaine autorité, et ça effectivement, ça bloque dans une organisation sexiste. Et quand enfin on a admis au fil de la série qu'elle a une autorité, on ne peut plus la nier, puisqu'elle devient chef d'équipe et les membres de son équipe sont des hommes. Et puis, en tant que chef d'équipe, elle a sa propre secrétaire, elle aussi. Donc, quand on a admis son nouveau statut, eh bien, ça va être une lutte constante pour elle, pour le conserver et pour le démontrer. Et d'ailleurs, il y a une scène très intéressante qui montre Peggy essayer de lutter justement pour ça. Peggy, en fait, à ce moment-là, est chargée de réunir une équipe pour préparer une publicité pour un gros client. Et dans cette équipe, on lui demande de prendre Don. Alors, vous allez me dire, Don Draper, il est censé être un peu le génie et le patron, mais à ce moment-là de la série, il a été déclassé. Je ne dis pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, toujours est-il qu'il se retrouve sous les ordres de Peggy. Or, pour Don, c'est très difficile parce que d'abord, c'est lui qui a mené Peggy là où elle est, et ensuite parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir de supérieur hiérarchique, et encore moins une femme. Donc Peggy doit convoquer la réunion et elle exige que ça se passe dans son propre bureau parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a que comme ça que son autorité sera respectée. Et là, en fait, Don refuse la réunion, il ne s'y rend pas. Et on a plusieurs exemples comme ça de lutte de pouvoir sous fond de sexisme qui sont assez révélatrices de l'atmosphère de l'époque. Alors aussi, quand on regarde cette série, vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, ce qui est intéressant, c'est de voir la place nouvelle que prennent petit à petit les femmes dans cette société de consommation, notamment bien sûr à travers les tenues, le maquillage, mais pas que ça. Et ça, la série le montre tout à fait bien, toujours dans cette description du quotidien. Oui, alors les femmes, elles sont reléguées un petit peu du côté de la maison, du foyer. C'est une bipartition qui est clairement genrée. Il y a aussi la séparation ville-banlieue, mais c'est vrai que les femmes, dans les femmes et la société de consommation, il y a peut-être 2 axes qui sont intéressants à relever. D'abord, c'est la figure type de la consommatrice. La figure type du consommateur, c'est une femme, donc je dirais consommatrice. Et ensuite, il y a cet idéal féminin qui est véhiculé par la société de consommation. Alors, peut-être le premier axe, c'est-à-dire que dans la société de consommation, la figure du consommateur, elle est sexuée. Et donc, les publicités, elles sont adaptées au public qui est visé. Et la première chose qu'on distingue, c'est donc le genre du consommateur. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup à dire à partir de Mad Men parce qu'on suit avec précision les différents clients de l'agence, notamment Coca-Cola ou des marques de chaussures, de collants pour femmes, des marques de voitures. On suit ces clients-là et les stratégies qui sont développées selon le type de public qui est visé. Et justement, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une transition dans la représentation du consommateur type au fil de la décennie. Début des années 60 et depuis l'après-guerre, en fait, c'est la femme qui est consommatrice, c'est elle qu'il faut viser, c'est elle qui gère le ménage et qui connaît les besoins de son foyer. En fait, elle est celle qui connaît le mieux ce qu'on appelle les arts ménagers et donc elle va choisir ses équipements, le frigidaire, le four, les marques d'aliments, etc. Ensuite, pour les classes aisées, il y a aussi un marché qui se développe, on le voit dans quelques épisodes, pour la décoration intérieure, pour le confort qui est plus oisif et non pas directement utilitaire. Mais en gros, dans la société de consommation, on cible la ménagère des classes moyennes supérieures. Et il y a un épisode qui est aussi intéressant de ce point de vue-là, où on apprend que Betty a acheté, sans le savoir, des bières Heineken pour lesquelles Don, son mari, a fait la campagne. Et la cible de Don, c'était clairement la ménagère. Et c'est assez révélateur parce que dans l'imaginaire, les femmes ne boivent pas de bière,
mais la ménagère fait les courses et elle achète la bière de son mari. Et dans cet épisode-là, on a un exemple de l'image de la consommatrice manipulée par la publicité. Et ici, en plus, non seulement Betty est manipulée par la publicité, mais en plus par son mari qui est à l'origine de cette publicité. Donc voilà, on cible la ménagère. Et puis au fil de la décennie, on observe un petit peu les stratégies qui sont discutées dans la série, et puis les protagonistes se rendent compte qu'il faut désormais cibler les jeunes. De nombreux travaux scientifiques d'ailleurs parlent de l'émergence des jeunes comme d'une nouvelle classe sociale. En fait, c'est la jeunesse, l'adolescence, dont on va réaliser tout le potentiel de consommation. Donc, il faut prendre en compte leur goût en matière de cinéma, de musique, de mode. Et c'est particulièrement visible dans la série quand Don et un collègue se rendent notamment au concert des Beatles, qui sont en pleine gloire, et pour essayer justement de rencontrer leur manager et de recruter le groupe pour une publicité. Bon, évidemment, il y a toujours cette distinction de genre dans les stratégies. C'est-à-dire, par exemple, au fil de la série, on apprend aussi qu'ils vont faire attention à aussi adapter leur publicité aux femmes qui travaillent et aux femmes hippies. Donc voilà, il y a vraiment un double discours aussi dans les stratégies, c'est-à-dire que du côté des femmes, on va faire appel à l'irrationnel, à l'apparence, et notamment, je pense à un épisode où Peggy propose à un client qui vend du jambon de faire une publicité qui joue sur le cliché des ménagères et qui montrerait deux femmes sous pression à cause de Thanksgiving et qui se disputeraient le dernier jambon au supermarché. Voilà. Et puis du côté des hommes, on fait plus appel au rationnel, au pouvoir, à la force. Et ça, c'est visible dans les publicités pour les voitures. Alors oui, hein, c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça parce que on voit clairement d'après vos propos et puis quand on connaît un petit peu la série Mad Men, qu'il y a de réels effets de la domination masculine sur les autres personnages, c'est-à-dire les hommes entre eux parfois, mais aussi sur les relations entre les femmes elles-mêmes, ce qui est assez intéressant parce qu'il faut plaire, comme vous l'avez dit, à tel homme pour avoir tel rôle ou comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut voir la série sous cet axe-là, c'est-à-dire l'axe des effets de la domination masculine? Alors, l'axe des effets de la domination masculine, effectivement, les contraintes, les injonctions qui pèsent sur les femmes, elles pèsent aussi forcément sur les hommes en même temps. Alors, sur les femmes, il semble en fait que dans la série, il y a une solidarité féminine qui est un peu rendue impossible par cette domination. C'est un peu le propos, c'est diviser pour mieux régner. On le voit dans la relation ambiguë entre Peggy et John. En fait, il y a une incompréhension entre les deux. Elles ont du mal à trouver un terrain d'entente. Chacune essaie à sa manière de s'imposer dans un monde d'hommes, mais parfois ça signifie aussi empiéter sur la liberté de l'autre. Donc, effectivement, ça agit sur les relations entre femmes. On a aussi une scène qui est entre une secrétaire et Peggy, qui n'est plus secrétaire à ce moment-là, où la secrétaire se confie sur Don à propos de harcèlement sexuel. Et la secrétaire fait comme si Peggy, en fait, partageait la même expérience justement parce qu'elle est une femme comme elle. Mais Peggy est choquée parce qu'elle ne considère pas qu'elle est une secrétaire frivole, parce qu'il y a un cliché sur les secrétaires dans la série, mais aussi à l'époque. Et elle lui répond, ton problème n'est pas mon problème, et elle se met en colère. Donc, il n'y a pas de solidarité féminine et c'est assez frustrant. Mais du côté des hommes, évidemment, ça a un effet aussi. Là, c'est plus une histoire de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y aura le plus grand pouvoir, qu'il y aura la plus grande influence. C'est d'ailleurs assez révélateur parce que ça se passe souvent dans le cadre du travail, dans leur domaine en fait. Et on a l'exemple de Pete, qui est un cadre exécutif, et Don, qui sont en constante compétition. Et c'est assez surprenant parce que l'étoile montante des créatifs, celle qui s'apprête à supplanter Don dans les années qui arrivent, c'est quand même Peggy. Mais parce qu'elle est une femme, il semble ne pas trop la voir comme une adversaire. Et donc, il porte la compétition avec son collègue Pete. Voilà, donc il y a aussi cet effet-là de la domination masculine sur les hommes. Et justement, il y a un aspect passionnant, je trouve, et qui est assez peu traité à partir de cette série, c'est celui des masculinités, qui est un champ en pleine expansion aux États-Unis depuis un moment déjà, et puis en France, ça commence un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de se dire que cette organisation patriarcale de la société, elle a forcément aussi un impact sur les hommes. Et à partir de là, il s'agit de savoir lequel. Donc on parle beaucoup des effets de la domination sur les femmes, mais si on regarde de plus près,
aucun des hommes de la série n'est satisfait de ce qu'il a. C'est-à-dire que le beau rêve d'avoir une famille et une maison en banlieue, il ne fonctionne pas du tout, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Par exemple, les hommes collectionnent les maîtresses, mais on voit qu'ils en souffrent. Peut-être aussi parce que ce n'était pas leur vrai rêve que d'avoir une femme et des enfants, et peut-être qu'ils se sont laissés à faire ce qu'on attendait aussi d'eux. Il y a des injonctions sur les femmes, il y en a aussi sur les hommes. Alors, pour moi, le personnage le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est Pete. Alors, aussi détestable qu'il puisse être en tant que personnage, son évolution quand même permet de mener une réflexion sur les masculinités, parce qu'on a le sentiment qu'il fait les choses de façon poussive. C'est-à-dire qu'il se marie, mais juste après ou juste avant la lune de miel, je ne sais plus, il couche avec Peggy, qui est sa collègue. Et puis, quand enfin Pete et sa femme réussissent à avoir un enfant, et que la prochaine étape, c'est d'avoir une maison en banlieue, eh bien, il rechigne. En fait, il vit ça comme une punition. En fait, il n'arrive pas vraiment à se conformer au schéma de la vie de famille en banlieue, de la vie professionnelle et extra-conjugale en ville. Et donc, son couple va être mis en danger et il va rentrer dans des errements et puis se chercher. Et pour analyser ça, je conseille vraiment les travaux de Manon Garcia qui publie un livre en 2018 sur la soumission féminine. Et c'est très intéressant parce que son propos, en fait, c'est de dire qu'une action de domination d'un homme sur une femme entraîne une action de soumission d'une femme sur un homme. Et je renvoie aussi à son intervention dans le podcast Des couilles sur la table parce que justement, elle creuse cette question et elle se demande ce que la soumission féminine peut aussi faire aux hommes. Alors, c'est justement, on va renverser le propos ici et j'avais envie de vous poser la question. Marine, vous l'avez dit en introduction, est-ce qu'on peut considérer Mad Men comme une série féministe? Alors, il y a plusieurs thèmes qu'on pourrait aborder. Moi, j'aimerais qu'on commence par le thème de la représentation des femmes et de son évolution à travers la série, puisque si on vous a bien suivi, on voit qu'il y a une réelle évolution de la saison 1 à la saison 7. Alors oui, effectivement, et je me suis demandé si c'était une série féministe. Ça voudrait dire quoi une série féministe? Ça voudrait dire que c'est une série engagée, militante, qui dénonce la domination des femmes, qui dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes, qui dénonce le sexisme. Bon, dans tout ce que je viens de dire, je pense qu'on coche un peu toutes les cases. Il y a aussi un test qui est d'habitude utilisé, qui s'appelle le test de Bechdel, qui pose 3 questions. Est-ce qu'il y a 2 personnages féminins et est-ce qu'elles ont un nom? Est-ce qu'elles se parlent entre elles et est-ce que la conversation porte sur un sujet autre qu'un personnage masculin? Alors je pense que la série passe effectivement ce test, mais il y a quand même quelques points qui me mettent vraiment mal à l'aise. C'est-à-dire que la représentation des femmes, elle évolue au fil de la série. Et il me semble qu'il y avait peut-être d'autres choix de réalisation à faire dans certains cas. Alors, parce que autant à certains moments, montrer le ridicule de certaines femmes peut avoir un sens. Par exemple, sur les secrétaires, quand on les montre de façon ridicule, c'est pour aussi montrer qu'elles reçoivent des injonctions, c'est-à-dire que les femmes ne travaillent pas. Les femmes sont surtout éduquées à se marier et à avoir des enfants. Et donc, il y a une différence entre avoir un travail, avoir un emploi et avoir une carrière. Et on voit que la plupart de ces secrétaires, elles ont un emploi et elles le vivent comme une transition, c'est-à-dire qu'elles viennent sur Madison Avenue pour essayer de trouver un mari. Et une fois qu'elles auront un mari, elles quitteront ce travail de secrétaire et se rangeront dans ce qui est attendu d'elles, c'est-à-dire être une mère et avoir des enfants. Donc, effectivement, quand le réalisateur représente ces secrétaires-là de façon assez immature, c'est vraiment pour dénoncer ça, pour montrer ça, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, dans ces années-là, pour ces femmes qui choisissent ou pas de travailler. Mais en fait, au fil de la série, ça devient un peu plus ambigu, et je pense notamment aux représentations de Peggy en vieille fille dans la deuxième partie de la série, par exemple, parce que Peggy, elle a choisi clairement d'avoir une carrière. Et elle a choisi, et elle en souffre, mais elle a choisi de ne pas se conformer à ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire de se marier, d'avoir des enfants tout de suite, et de ne pas poursuivre une carrière. Donc, elle, le problème, c'est qu'elle va avoir du mal à faire accepter ça par son entourage et à trouver l'amour, alors que c'est ce qu'elle veut profondément, trouver l'amour, mais elle va avoir du mal justement parce qu'elle a une carrière. Et donc, il y a des scènes assez gratuites qui la ridiculisent sans qu'il n'y ait une analyse fine derrière.
Je pense notamment à un exemple, un épisode, c'est la Saint-Valentin, et puis sa secrétaire reçoit un bouquet de la part de son compagnon, et puis Peggy trouve le bouquet sur le bureau de la secrétaire, et puis elle pense que c'est pour elle, de la part d'un admirateur secret, puisqu'à ce moment-là, elle n'a pas d'amant, mais la secrétaire n'ose pas lui dire qu'en fait, c'est pas pour elle, puisque Peggy a l'air tellement contente. Et puis en fait, pendant tout l'épisode, Peggy est ridiculisée. Et j'ai beau chercher, et je vois pas comment interpréter ça que comme un choix de réalisation gratuit qui est destiné à faire rire sans réflexion derrière. Et personnellement, je n'ai pas ri, mais ça m'a mis profondément mal à l'aise. Euh, et il y a peut-être autre chose qu'on peut dire, hein, c'est ça, tout ça, on peut peut-être l'analyser grâce aux travaux d'Iris Bray sur le female gaze et le male gaze, mais bon, ça, je ne sais pas si vous voulez en parler Oui, tout à maintenant. fait. J'allais y venir justement à la lumière de ces travaux-là très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le male gaze ou le female gaze à travers Mad Men? Parce que c'est quand même au Mm. centre des études de genre aux États-Unis. Est-ce qu'on peut l'appliquer dans certains exemples à Mad Men? Est-ce que vous avez des choses précises qui peuvent étayer cela? Alors, la spécialiste en France de ces notions-là, c'est Iris Bray, mais, mais ses livres m'ont beaucoup éclairé, justement. Alors, d'abord, le male gaze, c'est une notion qui a été théorisée en 1975 par l'américaine Laura Mulvey. On nous montre, en fait, à travers le male gaze, des femmes à travers le regard d'un homme. Elles sont souvent objectifiées, elles sont souvent sexualisées. À l'inverse, le regard féminin, le female gaze, nous plongerait dans l'expérience vécue des femmes. On aurait accès à cette expérience sans l'intermédiaire du regard des hommes, en fait. Et un homme réalisateur peut très bien faire le choix de porter un tel regard. Female gaze, ça ne veut pas dire que c'est une réalisatrice qui porte un regard sur les femmes. Ça peut très bien être un homme qui fait ce choix-là. Donc évidemment, je renvoie sur ça au dernier livre de Iris Bray qui s'appelle Le regard féminin, une révolution à l'écran. Mais si on essaie d'analyser la Mad Men à partir de ça, on se rend compte que là, dans la première partie de la série, on a des scènes qui relèvent bien du female gaze. On a des plans prolongés sur les visages des femmes qui nous laissent deviner ce qu'elles ressentent. On a l'épisode de l'accouchement de Betty, où on est clairement dans son esprit, on est dans ses hallucinations. En fait, on vit l'accouchement avec elle. On a aussi la scène de l'avortement de John et le viol de John par son compagnon, qui est une scène assez violente. Et puis dans la deuxième partie de la série, par contre, j'ai l'impression que le male gaze reprend le dessus, et c'est assez agaçant parce que on parcourt la décennie, on est censé se diriger vers la fin des années 60 et les années 70, où on va avoir, où les mouvements de contestation, et notamment les mouvements féministes, sont censés faire plus de bruit. Donc c'est assez surprenant de voir cette régression dans la série. Et je pense à une scène notamment, alors que Betty est de dos, elle est en short, elle est penchée dans sa voiture pour attraper son sac. La caméra, en fait, la détaille des chevilles jusqu'aux fesses. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans le regard de Don et de notre homme qui la regarde. Et ici aussi, c'est inutile si on remet dans le contexte de l'épisode. Et pareil, il y a aussi pas mal de scènes de la deuxième femme de Don, qui s'appelle Megan, où elle est sexualisée inutilement. Et on a l'impression, en fait, que la deuxième partie de la série, ça montre vraiment le fantasme des hommes. Et notamment la scène d'un plan à trois avec Don, Megan et une autre femme qui est une hippie, où là, on est clairement, dans la façon dont c'est montré, on est clairement dans le fantasme du réalisateur et aussi un fantasme autour de la révolution sexuelle et du mouvement hippie. Alors, j'allais vous poser la question, Marine, maintenant, vous venez de l'évoquer à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas un angle mort, justement, quand on étudie Mad Men, à la lumière du genre, on ne voit pas quasiment dans la série les mouvements féministes, alors que les femmes, finalement, vous l'avez dit, hein, jouent un rôle moteur dans la série. Mais est-ce que ce côté-là est évoqué ou pas du tout, au contraire? Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'attendais énormément, mais peut-être parce que justement, c'est un aspect qui m'intéresse. Mais en fait, c'est vrai que le peu de références au mouvement féministe qui se met en place au fil de la décennie est assez décevant. Les femmes sont quand même au centre de la série, et la problématique du travail notamment, et on aurait pu imaginer que certaines se rallieraient par exemple au NOW de Betty Friedan, c'est la National Organization for Women, qui a été fondée en 1966. Et en fait, on a une seule référence à ça quand John fait pression sur son patron et le menace de faire appel aux filles du Women's Lib, donc du mouvement de libération des femmes. Donc ça, c'est vraiment
pour moi, c'est quelque chose qui manque. Je pense que la série a loupé le coche pour traiter les mouvements féministes. Est-ce qu'il y a un personnage, vous avez évoqué certains personnages féminins qui ont très bien évolué. Est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu, qui auraient pu être traités autrement dans cette série-là, justement, si on le regarde à travers le prisme du genre? Alors, d'un point de vue, le point de vue du genre et surtout d'un point de vue de l'évolution féministe, j'avais de grandes attentes, je vous l'ai dit au début, sur le Oui. personnage de Sally, la fille de Don et j'ai oublié, Betty, pardon. Et donc, en fait, Sally, elle a assisté à l'imperfection du modèle proposé par ses parents. Elle a vu son père tromper sa femme, sa deuxième femme en l'occurrence. Elle a vécu le divorce de ses parents et elle a développé une haine pour sa mère. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle embrasse les mouvements de contestation et toute la culture jeune. On sait qu'elle ne soutient pas la guerre du Vietnam, mais en fait, il n'y a rien sur l'émancipation des femmes. Et même, on se rend compte dans la toute dernière saison qu'elle prend le même chemin que sa mère. En fait, on voit une scène qui est assez dérangeante dans la toute fin de la série, où elle se met en représentation devant un garçon et elle prend la même position. C'est une position très particulière que celle de Betty. Elle prend le même air, la même position, la même façon de fumer. C'est assez perturbant. Et là, on se dit, en fait, Sally, elle suit le même chemin que sa mère. Elle sera pas féministe. Et pourtant, elle était le symbole de la génération qui se lève et qu'on retrouvera dans le mouvement féministe des années 70. Alors, il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant pour analyser, c'est-à-dire que si on remet en perspective, Sally, c'est la fille d'un couple assez conservateur. Bon, on pourrait se dire qu'elle a plutôt évolué un petit peu peut-être comme sa mère. Au début, sa mère, elle est effacée, et puis après, elle va petit à petit s'imposer, s'exprimer, mais elle va quand même rester très conservatrice. Et donc, Betty, en tout cas, elle est antiféministe. Et on peut peut-être essayer d'analyser ça, les femmes antiféministes, justement, parce qu'à partir des travaux de la féministe radicale américaine Andrea Dworkin, dans un ouvrage intitulé Les femmes de droite, qui a été publié au début des années 80, en fait, elle souhaite comprendre pourquoi des femmes se mobilisent contre la libéralisation de leurs droits. Et pour Dworkin, si ces femmes-là voient dans le féminisme un danger, c'est parce qu'il subvertit un milieu dans lequel elles ont trouvé une place, aussi traditionnelle soit-elle, mais dans lequel, en fait, elles ont réussi à prendre un certain pouvoir. Et en fait, elles ont conscience de la domination qu'elles subissent, elles savent bien qu'elles ne sont pas les égales des hommes, mais elles préfèrent prôner la complémentarité des sexes, une sorte d'égalité dans la différence, justement pour essayer de s'approprier un espace à elles dans un système qu'elles estiment d'abord naturel et surtout impossible à détruire. Et on a d'autres travaux comme ça qui permettent de complexifier l'analyse, notamment ceux de Christine Barr, qui dit que les femmes antiféministes, elles répondent avant tout à des engagements qui sont idéologiques et religieux et qui sont donc considérés comme supérieurs et donc plus importants à défendre que leurs droits en tant que femmes. Donc on peut imaginer qu'en revenant dans le sillage de sa mère, en quelque sorte, Sally rentre un petit peu dans les rangs de son éducation très conservatrice. Donc c'est vrai que j'ai quand même été déçue parce que le personnage de Sally, quand même, pendant toute la série et jusqu'à quelques épisodes de la fin, il était en contestation, en opposition constante avec la figure de sa mère. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçue. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur à la fois la série Mad Men, mais aussi sur les études de genre, Marine nous a fourni une très intéressante bibliographie qui permet d'approfondir toutes ces questions-là. Bibliographie que l'on retrouve sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Vous aurez tous les détails avec aussi un résumé de l'épisode qui permettra de suivre le déroulement de celui-ci. Nous étions donc dans l'épisode 21 d'Histoire en série. Nous avons analysé Mad Men avec Marine Rouch, doctorante sur le genre, sur les 30 Glorieuses et sur Simone de Beauvoir. Marine, on vous remercie et on espère vous retrouver bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.